Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est quoi? De l'acier à faible background. Et oui, l'acier, c'est un sujet dont on a déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les bifs. Mais c'est un sujet qui est aussi tellement vaste que c'était impossible de tout traiter en une seule vidéo. Donc, on va en reparler, et sans doute pas que cette fois-ci. Mais pour aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser à l'acier faiblement radioactif, ou Low Background Steel, pour les anglophones. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acier faiblement radioactif? Eh bien, pour le comprendre, il nous faut remonter dans le temps. Le 16 juillet 1945, pour être précis. C'est à cette date qu'a eu lieu le premier essai nucléaire de l'histoire, avec la bombe Trinity qui a explosé dans le désert du Nevada, et qui a d'ailleurs été rapidement suivie par les explosions de Hiroshima et Nagasaki, puis bien évidemment par un nombre faramineux d'essais nucléaires divers et variés menés par les différentes factions. La conséquence de tous ces essais nucléaires militaires, c'est que notre atmosphère a été irradiée. Alors, rassurez-vous, rien de dangereux, on est en train de parler d'une augmentation de la radioactivité ambiante de 0,11 millisievert. Ça n'a pas d'impact mesurable sur le vivant. Par contre, ça en a un sur le travail des métaux, parce que pour fabriquer des alliages métalliques, comme l'acier qui n'est pas un métal mais un alliage, il va falloir employer de l'oxygène. Et cet oxygène, il peut soit venir de l'atmosphère, soit venir de bouteilles d'oxygène qu'on a produit en fait en filtrant l'atmosphère. Dans tous les cas, donc, notre oxygène va être mélangé à des éléments traces qui ont été émis dans l'atmosphère, notamment par les essais nucléaires. On trouvera donc notamment des atomes de cobalt-60 radioactifs qui ont été émis lors des essais nucléaires, mais aussi du carbone-14 radioactif, dont la teneur a augmenté dans notre atmosphère suite aux essais nucléaires. Ces éléments vont se retrouver incorporés lors de la fabrication de l'acier et vont donc rendre le mélange final légèrement radioactif. Alors on va être clair tout de suite, encore une fois, ça n'est pas dangereux pour votre santé, c'est trop faiblement radioactif pour ça. Vous pouvez utiliser cet acier légèrement radioactif, vous pouvez même en faire une planche et dormir sur la planche. Si ça vous chante, vous pouvez même carrément en avaler. Ça ne va pas vous tuer. En tout cas, les radiations ne vont pas vous tuer. Pour le reste, manger de l'acier, je ne vous recommanderais pas. Le vrai problème, c'est que pour fabriquer tout un tas de technologies, on a besoin d'un acier qui est non radioactif. Or, ce n'est plus le cas de notre acier qu'on fabrique aujourd'hui. Alors pour la majorité des usages, ça ne pose pas de problème. Mais pour les technologies qui y sont sensibles, là en revanche, c'est plus du tout pareil. Par exemple, si vous voulez fabriquer un compteur Gégère, pour ça, si vous le faites avec des métaux radioactifs, la première radioactivité qu'il va mesurer, c'est sa propre radioactivité. Il y a aussi tout un tas d'autres technologies, comme des scanners médicaux, qui utiliseront eux aussi des radiations pour fonctionner. Donc si l'appareil lui-même est radioactif, vous allez avoir un bruit de fond qui va venir parasiter l'image que vous récupérez. Les instruments scientifiques qui sont aussi très souvent sensibles, ainsi qu'un certain nombre de composants informatiques de pointe. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de composants qu'on va incorporer dans nos satellites qui ne doivent pas être faits à partir de métaux aussi radioactifs. Et enfin, et c'est d'un usage très courant, les capteurs pour l'aéronautique. L'aéronautique a besoin de métaux non radioactifs pour fabriquer des capteurs pour ses avions. Bref, sans acier non radioactif, il est très difficile de fabriquer tout un tas de technologies de pointe. Sauf que comme on a fait exploser tout un tas de bombes nucléaires, on n'est plus en mesure de fabriquer de l'acier non radioactif avec l'atmosphère. Alors la question qui se pose évidemment, c'est comment on fait? Et la réponse n'est pas si difficile à trouver. Pour ça, il suffit juste de remonter encore plus loin dans le temps. En 1918, pour être précis. À l'époque, la Première Guerre mondiale fait rage, et l'armée allemande est en difficulté, car le front de l'Ouest vient de s'effondrer. Mais à l'état-major allemand, on ne panique pas. En effet, tant que le front de l'Est tient, l'Allemagne peut être ravitaillée par le commerce mondial. Et donc, il est possible de continuer l'effort de guerre. Tout ce qu'il faut faire, c'est lever de nouvelles troupes et fabriquer du matériel pour les équiper. Une contre-attaque est possible, la victoire n'est pas encore inaccessible. Sauf que, une nouvelle offensive démarre sur le front de l'Est, avec notamment les actions de Louis Juinio Gambetta et de sa cavalerie française d'Afrique du Nord,
Je vous laisserai aller voir d'autres sources sur internet si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et la conséquence, c'est que le front de l'Est est complètement enfoncé, les alliés de l'Allemagne capitulent, et en Allemagne, cette fois-ci, c'est la panique. La défaite est assurée. La capitulation est la seule option. Cette capitulation aura lieu le 11 novembre 1918. Alors la conséquence de cette capitulation pour la marine allemande, c'est que toute la marine allemande va être convoquée dans des ports alliés, et notamment dans la base de Scapa Flow, une base de la Royal Navy située en Écosse. Là, ils vont mouiller pendant des mois, et ils se doutent très bien de ce qui va se passer tôt ou tard quand les négociations auront abouti. Leurs navires vont être partagés entre les vainqueurs. Et pour l'armée allemande, ça n'est pas une option. C'est pour ça que le 21 juin 1919, ils vont se lancer dans un vaste programme de sabotage. Les Britanniques vont bien tenter d'arrêter les Allemands, mais la seule option à la disposition des gardes, c'est d'échouer les navires sur la côte, parce qu'un navire qui a été échoué coule très mal. Au final, 52 navires de la flotte allemande seront coulés, et 24 autres échoués. Bref, la flotte allemande est massacrée, et elle ne pourra plus être partagée. Par contre, on a tout un tas d'épaves sur les bras. Certaines vont être renflouées et serviront de cible d'entraînement pour des navires plus modernes. Mais au final, toutes ou presque finiront à la ferraille tôt ou tard. On a donc une énorme masse d'acier fabriquée avant les essais nucléaires, qui a eu une bonne traçabilité par la suite, et où on peut donc certifier qu'il est non radioactif. Il suffit juste de le récupérer, de le fondre, et on peut refaçonner des pièces qui, elles, ne seront pas radioactives pour nos technologies modernes. Et évidemment, si c'est l'une des plus célèbres et des plus grandes sources d'acier faiblement radioactif, il y en a d'autres. D'autres épaves, même parfois des bâtiments. Tant que c'est de l'acier qui a été fabriqué avant les essais nucléaires, c'est exploitable. Alors bien sûr, je dis que c'est exploitable, mais c'est sous réserve. Il y a des accords internationaux qui vont par exemple protéger toutes les épaves qui sont des cimetières maritimes. Et là, il n'y aura que une petite partie de l'épave au mieux qui pourra être récupérée parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mort. La plupart du temps, il n'y aura même rien du tout de récupérable. Sauf bien sûr à faire dans l'illégalité ce qui a pu arriver dans le temps, mais c'est assez rare de nos jours. Non, aujourd'hui, quand on entend parler de ce genre d'histoire, en général, c'est juste pour envoyer à des ferrailleurs, et c'est d'ailleurs un gros problème, parce que non seulement on a violé un cimetière maritime, mais en plus on va envoyer une ressource extrêmement précieuse à un ferrailleur qui ne va pas prendre en compte les caractéristiques de cette ressource. Il va recycler ce métal avec du métal ordinaire. Et quand vous mélangez de l'acier faiblement radioactif avec de l'acier non radioactif, vous obtenez un mélange qui est radioactif. Donc vous ne pouvez plus faire les usages qui requièrent un acier non radioactif. C'est perdu. C'est d'ailleurs un problème même dans des filières légales. On a perdu à chaque cycle de recyclage une partie de l'acier non radioactif parce qu'il a été mal recyclé. On l'a mélangé avec des échantillons radioactifs, plus récents, et du coup, tout est mort. Heureusement, aujourd'hui, la situation va un peu mieux parce que la radioactivité de l'atmosphère a baissé. En effet, le cobalt-60 est un isotope radioactif qui a une courte durée de vie et qui a aujourd'hui quasiment disparu de notre atmosphère. Quant au C14, disons que lui, sa demi-vie est beaucoup plus longue, donc c'est pas vraiment la peine d'attendre qu'il baisse. Mais heureusement, il est moins radioactif et il est donc responsable d'une moins grande partie des 0,11 millisieverts qu'on a mentionné un peu plus tôt. Aujourd'hui, notre atmosphère n'a plus que 0,005 millisieverts de radioactivité excédentaire liée aux essais nucléaires. Donc on est quasiment revenu au seuil d'avant et on peut commencer à utiliser l'acier qu'on fabrique aujourd'hui pour des usages qui requièrent un acier pas trop radioactif sans non plus être d'un niveau d'exigence extrêmement élevé. Ça limite le besoin en acier ancien et ça fait qu'on peut le conserver pour les quelques usages où il est vraiment indispensable. En plus, la technologie a progressé et aujourd'hui, en utilisant des installations de pointe et avec un peu de chance, on va fabriquer plusieurs échantillons d'acier et parmi tout cela, il y en aura au moins un qui sera très peu radioactif, potentiellement même moins que les anciens aciers. Donc, voilà, aujourd'hui, tout va bien, on a évité la catastrophe. Ce que nous montre l'exemple de l'acier faiblement radioactif, ou low background steel en anglais, c'est que les ressources les plus rares et les plus précieuses ne sont pas toujours celles qu'on croit. Qui pourrait croire qu'un genre d'acier nous ferait défaut, alors que le fer est si abondant sur Terre? Et pourtant, c'est bien le cas. Tout simplement parce qu'on a fait des essais nucléaires dans l'atmosphère et irradié celle-ci. Alors heureusement aujourd'hui,
La radioactivité est en train de baisser suffisamment pour qu'on puisse espérer refabriquer de l'acier normal non radioactif d'ici quelques années à décennies. Mais pendant toute une période de notre histoire, la seule source d'acier non radioactif aura été l'exploitation d'anciennes ruines, souvent des infrastructures militaires qui avaient utilisé énormément d'acier. Et notamment, par exemple, comme on l'a dit, la flotte allemande de la Première Guerre mondiale qui a été coulée dans l'océan suite à la fin du conflit. Alors pour des sites comme l'Hartmann-Willerkopf ou Vieillarmont en français, évidemment on est sur quelque chose de trop petit pour avoir été exploité, sans compter que c'est devenu un mémorial extrêmement tôt. Mais voilà, suite aux essais nucléaires, on a dû exploiter ce qui était du patrimoine de l'humanité, des vestiges de notre histoire, des ruines antiques, pour pouvoir nous approvisionner en un matériau dont je suis sûr personne parmi vous ne pensait qu'on manquait.